La première question que le commandant de zone, la zone numéro 3 d'Olizy, la première question que devait se poser le patron du Conseil national de la sécurité, c'est de donner sa question, mais c'est le secrétaire général, c'est bien entendu, comment il Jean-Dominique. s'appelle, Jean-Dominique Okemba. La question que devait se poser le ministre de la Défense, Monzo, la question que devait se poser Okoy, le président le président, le patron, le chef d'état-major de l'armée, c'était de se dire où sont les renseignements militaires? Comment plus de 9000 étrangers sont rentrés et mis quelque part dans une zone sensible sans que ça soit remonté aux plus hautes responsabilités. De deux choses l'une, où tous ceux que j'ai cités sont complices, ça veut dire que la troupe, que dit bien la troupe, devrait se dire, nous n'avons plus des chefs à la tête de notre armée, à la tête de notre service de sécurité. Nous avons plutôt des gens qui ont fait, qui sont en connivence avec des forces étrangères qui sont en train de Oui, nous oui. envahir. Kigali avait pris le pari de déstabiliser depuis une année, sinon depuis décembre 2024, le pouvoir de Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, avec les difficultés à l'Est, ils estiment que la possibilité de déstabiliser par l'Ouest viendra à bout du régime de Félix Tshisekedi. Mais qui est à l'Ouest? Qui est l'allié du régime du Rwanda à l'Ouest? C'est bien entendu le régime de Brazzaville qui a signé des accords aussi militaires. Juste sur le premier volet, dernière phrase. Que les gens se souviennent, lorsque sous Kabila père, Kigali a voulu en finir avec le Kabila père, ils avaient tenté de prendre Kitona, qui est à l'ouest et qui est à proximité de Kinshasa, pour déstabiliser Kabila père. Par rapport à cela, qu'est-ce que je veux faire comme transposition? Ce qui se passe à Madingu, dans la Bouenda, nous soupçonnons, vous avez parlé des Les étrangers autorisations. avec une nationalité controversée, nous soupçonnons le fait que l'agenda qui consiste à déstabiliser la RDC à l'ouest, cet agenda a été activé. Et deuxième volet maintenant, pour expliquer le pourquoi nous parlons d'agenda caché. Monsieur Christian Perrin, qu'est-ce qui se passe? On nous a dit à travers les médias nationaux du pouvoir que c'était des Koulouna. Mais soyons, ayant le bon sens. Pour des questions de souveraineté, c'est une mégapole de plus de 12 millions d'habitants. Félix Tshisekedi a lancé une offensive contre les Koulouna. Très bien. L'opération, ils appellent ça Ndobo et autres. Très bien. Si les Koulouna veulent fuir Kinshasa, Brazzaville est très proche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont rentrer soit à travers les frontières poreuses de Brazzaville au sud ou au nord du côté de Ilil Mbamou et autres. Ils y rentrent tous les jours. Et s'ils y rentrent, automatiquement, c'est à Brazzaville que on allait sentir la présence de ces fameux ou de ces présumés Koulouna. Nous soupçonnons, vous avez parlé des Les étrangers autorisations. avec une nationalité controversée, nous soupçonnons le fait que l'agenda qui consiste à déstabiliser la RDC à l'ouest, cet agenda a été activé. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce tout autre numéro de Droit de savoir qui portera sur une situation sécuritaire qui risque de dégénérer. Si l'on y prend garde, il s'agit de 9000 sujets étrangers de nationalité controversée repérés à Madingu. Nous sommes là dans le département de la Bouenza. D'où viennent-ils?
Toutes les hypothèses sont désormais sur la table. Avant de continuer, je vous propose de suivre d'abord cet extrait de vidéo. Suivez. À niveau, il y a Bas Congo, il y a une alerte de tentative d'infiltration du rebelle. Il y a Rwandais, à niveau, il y a Luozi. En tout cas, Dengue, ambassadeur na biso na niveau Centrafrique Lobaki, que Kagame a encerclé RDC. Alors maintenant, il tente, comme Asalaki la fois passée, na niveau ya Kitona, Basali Red peut attaquer Bas Congo. Mais Mbala Oyo, en complicité avec Congo-Brazzaville, na niveau ya Dolezi, alors ils ont voulu infiltrer plus de 9000 personnes, 9000 jeunes. Vous voyez, 9000 jeunes. Ce que je retenu na créé na Congo, la stratégie consiste à susciter des foyers de tension et provoquer l'insécurité à plusieurs endroits de la République. Maintenant, aujourd'hui, ils sont à niveau Yaba Congo. Bandeko, Yaba Congo, Bossede na Bangote. Les mouvements très suspects s'observent dans les Madingu au Congo-Brazzaville, avec 9000 hommes, soi-disant congolais de la RDC, prêts à être refoulés à destination de l'Ozi par le Congo central. C'est-à-dire, 9000 hommes à infiltrer, basant à niveau ya Madingu, à niveau ya Congo-Brazzaville. Alors, Congo-Brazzaville, il a refoulé Bango, tous les 9000, le Congo va refouler à niveau ya Congo central, alors que ce sont les 9000 infiltrés, ils viendront pour semer l'insécurité. Sont des commandos bien formés. La plupart sont des Rwandais, Vanda, Penzakuna, Bayekola Kikongo, Bayekola Nyonso. Alors, ils sont là, Bazotinda Bango, Bayeko semer des ordres. Alors, cette fois-là, ils avaient tout été, mais ils ont recruté essentiellement les Hutus, parce que les Hutus, la plupart, sont au niveau de Brazzaville. Voilà. Des Rwandais ou des Congolais de la RDC. On en parle aujourd'hui avec Guy Mafimba Motoki, opposant congolais résident en France, représentant de l'IDC en France, pour tenter évidemment de comprendre ce que présagerait toute cette situation qu'on va tenter un peu de cerner, parce que finalement on a bien l'impression, et on peut se tromper, hein. De toute façon chacun est libre de ses opinions, mais ça semble sentir très mauvais. Bonjour Guy Mafimba. Bonjour, monsieur Christian Perrin. Bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis pas mal de temps. Déjà, bonne année. Bonne année à vos téléspectateurs et autres. Très heureux d'être là, devant R7, et toujours à la pointe de l'actualité. Et je tiens déjà à vous saluer de tout le travail que vous avez accompli, en tout cas R7 et sa rédaction, durant toute l'année 2024. On entame la 2025, très décisive. Et très heureux d'être là pour essayer d'édifier les Congolais sur les problématiques de l'heure. Merci Guy Mafimba Motoki. Nous évoquerons aussi la décision de justice apportant expulsion de la famille du député Okombi Salissa, prisonnier politique depuis 8 ans ou presque, d'un appartement qu'il a acquis à Brazzaville il y a déjà 21 ans. Ensuite, nous pourrions également nous pencher sur la manière dont le tyran de Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, tente de gérer la crise multidimensionnelle par des méthodes dignes de la Gestapo, dirait-on, l'intimidation, la répression, la manipulation. Voilà pour ce qui va caractériser évidemment cette interview. Avant de continuer, Guy Motoki Mafimba, je vous propose donc de suivre un autre extrait cette fois-ci qui porte sur l'information donnée par l'ambassadeur rwandais Théoneste Mutinda Chaka, en fin de mission d'ailleurs, qui annonçait la culture du ricin à Aubeville, à Madingu, dans la Bwenza. Vous comprendrez pourquoi je souris. Et qui s'étendra finalement dans les autres départements. Suivez. On a parlé spécialement de deux projets qui sont en train d'être exécutés ici au Congo. Le parc industriel et commercial de Maruku. Je lui ai dit que ça avance très rapidement et que d'ici peu, il y aura des produits fabriqués ici au Congo, made in Congo, par la société de droit congolaise avec des capitaux rwandais, Mesfred. On a parlé aussi d'un projet très important pour le Congo qui va produire beaucoup d'emplois, le projet de la culture de ricin pour faire l'huile de ricin et faire le biocarburant.
C'est un projet que, encore une fois, Mesfield fait avec la société ENI. Nous allons commencer à cultiver d'ici peu à Obavir, dans la Bouenza, 3000 hectares, mais ça va continuer sur beaucoup d'hectares. Et nous allons aussi faire le ricin villageois là où la population congolaise va cultiver le ricin et nous allons signer un contrat d'achat de tout le ricin qu'ils vont produire. Voilà. Alors, Guy Motoki Mafima, est-ce une simple coïncidence quand l'ambassadeur rwandais annonce la culture du ricin à Madingu dans la Bouenza, qu'éclate finalement dans le même temps cette affaire de 9000 sujets étrangers de nationalité controversée, parce que jusque-là, on ne comprend pas si ce sont vraiment des Rwandais, comme disent les autres, déguisés, ou des sujets RDCiens, c'est-à-dire du Congo, nos frères et voisins de la RDC. Qu'en pensez-vous? Monsieur Christian Perrin, qu'est-ce qu'on peut penser? Je suis au regret de constater que le régime de Brazzaville n'a pas changé, en fait. Le régime de Brazzaville est resté dans le cynisme, a déroulé un agenda. Sur ce studio, en avril 2022, le 17 avril plus précisément, j'avais dénoncé et j'avais mis à nu les accords, l'agenda caché des accords signés entre le Congo-Brazzaville et le Rwanda, de Paul Kagame. Voilà. Les ricins qu'on veut nous ramener, les Rwandais venir exploiter ici sur des centaines d'hectares, alors que ça pousse sauvagement ici. Là. Ce sont des trucs qui poussent sauvagement. Ça pousse sauvagement ici dans Brazzaville. Voilà, les graines de ricin. Bonjour. Voilà. Tu vois, même là aussi ça pousse. Là. Là-bas aussi, hein? Oui, ça c'est du ricin. N'est-ce pas? Et parmi ces accords, parmi les accords signés, il y a les accords militaires. Depuis 2022 jusqu'en 2024, on n'y revient pas, tout ce qu'il y a eu comme controverse par rapport à ces accords, que ce soit du côté de Maluku, les terres vendues ou autres, les accords militaires opaques. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte que le gouvernement, petit à petit, a eu du mal à expliquer véritablement quelle était la pertinence sur le plan économique de signer avec le Rwanda, aucune, et surtout, qu'est-ce qui se cachait derrière les accords militaires. Nous sommes aujourd'hui janvier 2025. Souvenez-vous qu'en décembre 2024, sous M. Collinet Makosso, Premier ministre, avait pris l'engagement de rendre public et surtout de quasiment résilier, sinon suspendre un certain nombre d'accords si la partie rwandaise n'avait pas respecté ses engagements. Les Congolais doivent se souvenir. Ou naturellement, pendant que vous le dites, ou naturellement, si les expériences pour lesquelles ils s'étaient accordés n'étaient pas concluantes, parce que évidemment, nous n'avons pas vu le maïs rwandais dans le marché, la banane rwandaise, ou je ne sais pas, du haricot rwandais, ou les piments rwandais dans le marché. Ça veut dire que ça n'a pas été concluant. Rien vu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Silence radio. Et vous savez, M. Denis Sassou Nguesso et son régime, ils ont un stratagème. Ils disent souvent, les Congolais oublient souvent. Ils le disent hein, dans les milieux du pouvoir. Les Congolais oublient souvent. Et ils ont pensé que nous avons oublié. Non, M. Guy Mafima n'a pas oublié. Je reviens pour dire aux Congolais, attention. Attention, pourquoi? Ce qui se passe à Madingu avec ces 9000, peut-être 2, 3 bataillons, 9000, ça peut faire 2 ou 3 bataillons. Ce qui se passe, ce n'est pas le fait du hasard. Ce qui se passe, il faut regarder ça sous 2 angles. Ce qui se passe, la première lecture qu'il faut faire, c'est par rapport à la situation à l'est de la RDC. La guerre qui a pris une tournure, une escalade quasiment qui peut se transformer en une guerre sous-régionale. Ceux qui suivent ce qui se passe à l'est, depuis avant-hier, les avions de combat sont montés, les hélicoptères de combat. Le gouverneur du Nord Kivu
a été abattu par le M23 et Goma est menacé. Ce qui revient à dire que, entre-temps, le Rwanda a lancé véritablement une offensive et surtout, du côté de la RDC, en dehors des forces armées RDC, de la oui. RDC, il y a la SADC qui est rentrée aussi aux côtés de la RDC. Ça veut dire, la SADC, ça veut dire l'Afrique du Sud et l'Angola. Et l'Angola et d'autres pays, la Tanzanie et autres. Et bien entendu, ce qui ne peut qu'avoir des conséquences. Pourquoi? Ça, je reste dans le premier volet. Pourquoi les conséquences? Parce que Kigali avait pris le pari de déstabiliser depuis une année, sinon depuis décembre 2024, le pouvoir de Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, avec les difficultés à l'Est, ils estiment que la possibilité de déstabiliser par l'Ouest viendra à bout du régime de Félix Tshisekedi. Mais qui est à l'Ouest? Qui est l'allié du régime du Rwanda à l'Ouest? C'est bien entendu le régime de Brazzaville qui a signé des accords aussi militaires. Juste sur le premier volet, dernière phrase. Que les gens se souviennent, lorsque sous Kabila père, Kigali a voulu en finir avec le Kabila père, ils avaient tenté de prendre Kitona, qui est à l'ouest et qui est à proximité de Kinshasa, pour déstabiliser Kabila père. Par rapport à cela, qu'est-ce que je veux faire comme transposition? Ce qui se passe à Madingu, dans la Bouenda, nous soupçonnons, vous avez parlé des étrangers avec une nationalité controversée, nous soupçonnons le fait que l'agenda qui consiste à déstabiliser la RDC à l'ouest, cet agenda a été activé. Et deuxième volet maintenant, pour expliquer le pourquoi nous parlons d'agenda caché. Monsieur Christian Perrin, qu'est-ce qui se passe? On nous a dit, à travers les médias nationaux du pouvoir, que c'était des Koulouna. Mais ayant le bon sens. Pour des questions de souveraineté, c'est une mégapole de plus de 12 millions d'habitants. Félix Tshisekedi a lancé une offensive contre les Koulouna. Très bien. L'opération, ils appellent ça Ndobo et autres. Très bien. Si les Koulouna veulent fuir Kinshasa, Brazzaville est très proche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont rentrer soit à travers les frontières poreuses de Brazzaville au sud ou au nord du côté de Ilil Mbamou et autres. Ils y rentrent tous les jours. Et s'ils y rentrent, automatiquement, c'est à Brazzaville que on allait sentir la présence de ces fameux ou de ces présumés Koulouna. Mais dans tous les cas, pardon, pendant que vous dites ça, ils se seraient fondus dans la masse parce que il y a longtemps que nous recevons évidemment les frères et voisins de la RDC à Brazzaville. Ils sont nombreux, donc comme vous le dites, ça serait d'ailleurs, voilà, la ville appropriée pour se fondre dans la masse. Or là, c'est Madingu et facilement on peut les repérer tels qu'on les a repérés maintenant. Mais on parle tout de même de 9000 sujets. 9000 sujets, on ne peut pas penser que c'est quand même 9000 Koulouna qui ont fui comment? Parce que moi je pense, et c'est mon opinion, hein, je suis libre, s'il y a des Koulouna, si ce sont des Koulouna qui ont fui, ben naturellement, ce serait des Koulouna activement recherchés, c'est-à-dire après un verdict les condamnant à la peine de mort ou qui se seraient évadés d'une prison. Or, ce n'est même pas le cas. Tous les Koulouna ne peuvent pas fuir comme ça pour le plaisir de fuir alors qu'ils ne sont pas recherchés activement. Donc 9000, c'est quand même un nombre, c'est étonnant. Est-ce que les gens savent le nombre, par exemple, d'hommes qui constituent actuellement la force armée des pays du Sahel, Mali, Burkina, Niger? C'est 5000 hommes. 5000 hommes. On parle de 9000. On se retrouve avec 9000 hommes. Et vous avez commencé à dérouler effectivement le non-sens et ce qui se cache derrière cette opération qu'on nous a vendue comme étant des Koulouna. Vous avez dit quelque chose d'intéressant. De Kinshasa pour arriver dans la Bouenza,
c'est quand même un chemin qu'il faut faire. Donc, Absolument. comme par hasard, les services de la RDC n'ont pas vu. Et donc, les Koulouna, d'ailleurs, se sont donné rendez-vous à un point d'ancrage pour se retrouver à 1000, à 1000, à 2000, à 3000, à 4000 pour tracer jusqu'à Brazzaville. Donc, aucun service, ni du côté de la RDC, ni du côté du Congo-Brazzaville, les a vus venir. Vous voyez bien que tout ça, c'est du mensonge appris dans les écoles d'Europe de l'Est par la sécurité. Ces gens-là ont toujours été là et aujourd'hui, ces gens-là, une fois qu'ils ont été là, qui les ont emmenés là, c'est là où nous venons sur ce qui s'est fait il y a quelques mois. Il y a quelques mois, notamment la présence, le départ, lorsqu'il est parti, l'ambassadeur du Rwanda à Brazzaville, il a regagné Kigali, reçu par M. Denis Sassou Nguesso, c'est là où il nous a parlé de, des fameux, cultures de Culture. ricin qui ont commencé. Mais monsieur Christian Perrin, posons-nous la question. Pourquoi on n'a pas retrouvé ces colonnas-là dans la Likwala? Parce qu'ils peuvent aussi partir jusqu'à dans le nord de l'Équateur pour traverser. Pourquoi on ne les a pas retrouvés dans le Pool? Pourquoi on n'avait pas les retrouvé mais pourquoi on les retrouve seulement dans la Bouenza? Là où le Rwanda a payé, en fait, enfin, a payé. Le Rwanda a vu céder des terres, soi-disant, pour cultiver la fameuse culture de Rissa. Oui, mais dans le même sens, pardon, Guy Mafimba. Puisque le Rwanda a acquis évidemment les terres arables dans cette zone, 3000 hectares, c'est pas rien. Mais nous savons que c'est un total de 156 000 hectares. C'est 8 fois plus grand que Brazzaville. Et donc, même avant d'acquérir ces terrains, cela veut dire qu'ils ont eu à faire des inspections. On leur a montré les limites des terres. Et pendant qu'on faisait cette inspection, on n'a pas repéré ces 9000 sujets. Bizarre, non? C'est tout simplement la mise en place d'un stratagème qui a consisté, je vais vous le dire, qui a consisté à faire quoi? Le régime de Kigali, dans les accords signés avec Brazzaville, la contrepartie de Brazzaville, c'était de mettre à la disposition du régime de Kigali des postes, des positions et une force capable, comme je vous l'ai dit tantôt, s'il y a des difficultés, si les mercenaires du M23 et le Rwanda s'enlisent à l'est, il faut attaquer à l'ouest. C'est simple. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recruter. Et je peux vous dire, je ne me trompe pas souvent. Parce que quand je viens chez vous, monsieur Christian Perrin, c'est parce que j'ai fait des recherches. Je peux vous dire que les anciennes troupes de la DGSP de Mobutu, qui ont traversé en 97, qui ont soutenu M. Denis Sassou Nguesso pour prendre le pouvoir, ils sont âgés, mais ils ont fait des enfants à Brazzaville. Ils sont restés à Brazzaville. Et les enfants et les anciens ont fait jonction avec le régime de Kigali pour déstabiliser Kinshasa. Les anciens troupes de Mbemba, Jean-Pierre Mbemba, qui ont quitté Kinshasa après l'affrontement entre les troupes de Mbemba et les troupes de Kabila, fils, lors de l'élection présidentielle, je crois, de 2006, la majorité ont traversé à Brazzaville, qui sont à Brazzaville. Et depuis, ils ont lutté contre Kabila fils, et ils s'attendaient à ce que Mbemba, sorti de prison, puisse combattre Félix Tshisekedi. Mais depuis que Mbemba, Jean-Pierre Mbemba, a rejoint Félix Tshisekedi, eux, ils ont fait jonction avec Kigali. Et enfin, les anciens Hutus rwandais qui sont venus pour aider Denis Sassou Nguesso, qui ont fait des enfants à Brazzaville, et qui sont nombreux, pas tous, mais une bonne partie, là je vous dis là de manière factuelle, ont été retournés par le régime de Kigali pour servir le dessein macabre du régime de Kigali pour déstabiliser Kinshasa. Et en même temps, vous voyez bien qu'il y a trois composantes. Et ces trois composantes-là
autant ils sont là pour déstabiliser Kinshasa, autant ils seront là pour faire en sorte que si M. Denis Sassou Nguesso est poussé à la sortie par un soulèvement populaire par les Congolais ou par un putsch de palais qui viennent à la rescousse de M. Denis Sassou Nguesso. Voilà la réalité de ces 9000 sujets étrangers avec une nationalité controversée que les Congolais découvrent et on a voulu nous vendre. Ça dit qu'il faut être vraiment, il faut ne pas manquer de bon sens pour que les gens nous expliquent comment 9000 sujets étrangers, supposés être des Koulouna, se sont installés à Madingu, qui est comme par hasard, et c'est le hasard, le site cédé aux Rwandais, et par hasard, et c'est un hasard que de Madingu, ils peuvent tranquillement créer une rébellion, tant du côté de Kinshasa ou du côté de l'Angola à travers Oui, mais Guy Bafibabotoki, est-ce qu'on peut penser évidemment que c'est aussi là des hommes recrutés, comme vous avez dit là, qui ont été positionnés évidemment dans Madingu, probablement aussi pour les préparer à la répression au cas où, parce que là aussi, on va y revenir tout à l'heure, il y a 2026 qui pointe à l'horizon. Au cas où, voilà, il y avait ces soulèvements, par exemple, ou une révolution, ou une contestation, ils pouvaient facilement passer à l'acte. On va y revenir tout à l'heure. Mais en évoluant, évidemment, hier, vous avez suivi aussi le ministre des Relations extérieures angolais, qui était donc reçu en audience par Denis Sassou Nguesso. Et généralement, c'est Jean-Claude Ngakoso qui assiste Denis Sassou Nguesso dans ce genre, bien sûr, l'audience. Mais la curiosité, cette fois-ci, c'est le ministre de la Défense congolais qui était là. Et à quel moment, en cette période où on est en train, comme si tout se recoupait maintenant là, on démarre donc, voilà, la culture du ricin, ou dans la Bwenza, à Aubéville, donc Madingu. On vient nous dire 9000 sujets étrangers de nationalités controversées, tantôt rwandais, tantôt congolais de la RDC. Après, c'est le ministre voilà, des Relations extérieures angolais qui descend chez Sassou Nguesso. Et certaines indiscrétions nous disent que l'Angola commence à s'inquiéter de ces mouvements observés au niveau du Congo-Brazzaville, de ces éléments, de la situation dont on fait état. Mais bien entendu, Monsieur Christian Perrin, souvenez-vous encore, avril 2022, je disais que le Congo était devenu un facteur de déstabilisation de la sous-région à travers les accords signés avec le régime de Paul Kagame, un régime prédateur et expansionniste. Mais il faut, avant de parler de la rencontre avec le chargé des relations extérieures, le ministre des Relations extérieures de l'Angola, souvenez-vous, ça a commencé pourquoi? Il y a eu les négociations menées par le président Lorenzo qui ont échoué. Le jour où le président Félix Tshisekedi devait se rencontrer avec M. Paul Kagame n'est pas venu. Donc, tout observateur a estimé que c'était l'échec de ces négociations. Et après cet échec-là, pour la partie RDC comme pour la partie des négociateurs, la seule voie qui restait lorsque la voie diplomatique a échoué, c'est la voie des armes, malheureusement. Malheureusement. Et donc, c'est l'option aujourd'hui qui est privilégiée. Et comme que ce soit la RDC et l'Angola, ils ont aussi des services. Ils ont compris une chose, c'est que M. Denis Sassou Nguesso joue à la duplicité. Il y a eu d'abord le déplacement de M. Félix Tshisekedi. Mais beaucoup n'ont pas compris pourquoi il s'est déplacé. Félix Tshisekedi s'est déplacé pour expliquer à Denis Sassou Nguesso d'arrêter avec la duplicité. Ils savent que les accords signés avec le Rwanda, une des clauses, c'est de laisser la possibilité à Kigali d'avoir cette base arrière pour déstabiliser Kinshasa, qui a porté de canon de Brazzaville. Première chose. Après, oui, quand vous dites à portée de canon, pour nos téléspectateurs, peut-être qu'il faut leur donner la précision, c'est que le Rwanda a acquis la zone Maluku, qui est frontalière, bien sûr, avec Exactement.
qui est à portée de canon de Njiri, l'aéroport, portée de canon du palais de toutes les institutions de Kinshasa. N'est-ce pas? Ça, c'est la première chose. Après, il y a eu le déplacement de qui? De lui-même, le président Lorenzo, qui est arrivé à Brazzaville. Et qu'est-ce qu'il est venu faire? Mais il est venu dire la même chose de ce que vous avez dit tout à l'heure. Attention, nous avons les informations. Nous savons que les accords que vous avez signés avec Kigali, c'est effectivement de lui donner cette possibilité d'avoir cette base aérienne. Mais monsieur Christian Perrin, avant d'arriver à cette rencontre, la troisième rencontre avec le chargé des relations extérieures, ça ne vous pose pas la question? Les Congolais doivent se poser la question. Celui qui se targue d'être le plus grand médiateur que tout le monde entier nous envie. Mais pourquoi, diable, ce monsieur n'a jamais pris position réellement sur ce qui se passe en RDC à l'Est? Sassou n'a jamais pris position. Il n'a jamais pris position. Alors que notre voisin, la case de notre voisin est en train de brûler. Et il n'a jamais du tout condamné l'agression. Cette agression qui est reconnue par toutes les institutions internationales. Seul Denis Sassou Nguesso n'a jamais parlé d'agression. Et les autres savent qu'ils jouent la duplicité, le double jeu, ils l'ont démasqué. Et la dernière rencontre, c'est une semaine après que le président angolais envoie son chargé des relations extérieures. Au moment où, effectivement, on vient de dénicher 9000 sujets étrangers qui sont à proximité des frontières de la RDC et à proximité des frontières de quoi? De l'Angola, dont on sait que la rébellion des Flecs est une épine sur les pieds du régime du pouvoir angolais. Ça prouve quoi? Ça conforte l'idée qui est la nôtre de se dire, et là je fais la transition avec ce que vous disiez tout à l'heure, la présence, les accords signés avec Kigali, c'est à double détente. La première détente, vous me donnez la possibilité d'avoir cette base aérienne pour continuer à comment dirais, à orienter voilà, son programme d'expansion, de prédation des autres pays ou des autres pays, n'est-ce pas? Et la deuxième détente, c'est moi, à chaque fois que vous serez en difficulté, c'est-à-dire le régime de Brazzaville sera déstabilisé, c'est écrit noir sur blanc d'ailleurs, dans les accords, que en cas de problématique politique dans le pays, c'est-à-dire au Congo-Brazzaville, le Rwanda peut activer pour défendre ses intérêts. Défendre ses intérêts. C'est écrit noir sur blanc dans les accords que nous avons, quelques accords que nous avons pu avoir. Défendre ses intérêts. Or, ses intérêts sont protégés par le régime en place. Le régime en place. Qu'ils vont défendre le régime. En place. En place. Monsieur Christian Perrin. Mais il faut aller chercher les images. Vous allez trouver. Qu'est-ce qui s'est passé au Mozambique? Parce que les Congolais ont le nez. Ils regardent le bout de leur nez. Qu'est-ce qui s'est passé au Mozambique? Au Mozambique, le parti au pouvoir, le Frélimo, parti marxiste-léniniste comme le PCT à l'époque, d'un grand leader qui s'appelait Samora Machel, son idéal a été trahi par ses continuateurs. Et aujourd'hui, son représentant a été battu par l'opposition. Et il y a eu, et ça continue à avoir, une répression de la population. On parle de plus de 300 morts. Et parmi les forces qui ont participé à réprimer nos frères du Mozambique, il y a des troupes de Paul Kagame qui sont arrivées là pour soi-disant protéger les intérêts de Total et leurs propres intérêts. Et le régime en place les a intégrés pour réprimer la population mozambicaine. D'ailleurs, pendant les troubles, d'ailleurs il y a encore toujours des troubles, et les magasins des Rwandais ont été pillés, saccagés par les populations du Mozambique qui ont demandé à ce que ce contingent de plus de 4000 Rwandais... Ils ont même brûlé l'ambassade du Rwanda au Mozambique. Exact, exact. Donc vous voyez bien que nous sommes dans le même schéma,
Et cette histoire où on nous a balancé dans les réseaux sociaux et dans les médias que ce serait des Koulouna, cette histoire est fausse. Je viens ici dire solennellement aux Congolais, ne croyez pas à cette histoire, elle est fausse. D'ailleurs, j'ai vu passer dans les réseaux sociaux la montée en puissance de la jeunesse d'Abouinda et de Niari qui mettait en cause un certain nombre de dirigeants de l'administration locale du PCT Parti État qui cachaient ces fameux étrangers qui étaient venus soi-disant pour faire être travailler dans les mines. Bon. Est-ce que qui peut croire à cette histoire? Qui peut croire à cette histoire? Un coup, on nous dit, ce sont des Koulouna. Un coup, on nous dit, non, en fait, ce sont des gens qui étaient là pour travailler dans les mines. 9000 personnes en train de travailler dans les mines, des étrangers, nous l'avons dit tout à l'heure, dont la nationalité est controversée, on ne sait pas qui sont-ils concrètement, installés au Congo-Brazzaville, dans un pays où il y a un tyran qui a le nez qui sent les coups d'État partout, ne les a pas vus pendant tout ce temps-là. On ne les a pas vus. Ils sont dit travailler dans les mines. Voilà. Et donc, pour revenir tout à l'heure à la présence du ministre des Relations extérieures de l'Angola, il est venu pour très certainement encore dire, la preuve en est, en présence de M. Denis Sassou Nguesso, on n'a pas vu le ministre des Affaires étrangères, ni le ministre de la coopération publique-privée, M. Denis Christel, ni Jean-Claude Gakosso. On a vu le ministre de la Défense. Ça veut dire que ce sont des problèmes sécuritaires qui ont été traités. Le message ramené par le ministre angolais, c'était pour poser des questions, des problématiques sécuritaires. Et raison pour laquelle j'ai tenté d'expliquer aux Congolais que ce que nous avons dit en avril 2022 devient de plus en plus gravissime, ce d'autant plus que à travers ce qui se passe à l'est de la RDC, le Congo qui était dans une espèce de co-belligérance larvée, je crains que nous soyons dans une belligérance quasiment avec la RDC. Parce que nous sommes sous surveillance. Kagame s'enlise à l'est parce qu'ils voulaient prendre, ils avaient programmé prendre Goma et Bukavu depuis au moins pratiquement 4-6 mois. Ils vont tenter à l'ouest. L'ouest, c'est le Congo-Brazzaville. Et M. Denis Sassou Nguesso prend la responsabilité de mettre un pays, une population, un peuple déjà appauvri, déjà dans les difficultés à recevoir des bombes de notre voisin immédiat parce que tout simplement, il est dans cette espèce de folie de conserver le pouvoir parce qu'en réalité, l'objectif de ces accords avec Kigali, c'était de se préserver et d'avoir un allié capable de réprimer les Congolais qui ne veulent pas de ce régime. Oui, mais de cette approche suicidaire, il faut le dire comme ça, optée par Denis Sassou Nguesso et probablement son fils, parce que soi-disant que c'est lui qui va donc le succéder. Alors, mais ici, on peut quand même se poser une question. Nous avons des forces armées congolaises qui existent. Bah, encore que beaucoup se posent d'ailleurs la question de savoir y a-t-il encore des patriotes dans les FAC, c'est-à-dire les forces armées congolaises. Comment les forces armées congolaises ne voient pas déjà venir ce danger? Nous l'avions dit ici que ça finira par dégénérer, le Congo sera occupé et nous savons ce qui se passe à l'est de la RDC. On peut se renseigner pour ceux qui ignorent encore ce qui se passe à l'est de la RDC. Ça va arriver au Congo et bientôt là c'est parti. Avec cette affaire de 9000 étrangers de nationalité, tantôt RDCiens, tantôt rwandaises, on ne sait pas qui sont-ils, tout risquera de partir de là. Et les Congolais seront surpris. Pourquoi est-ce que les FAC, les forces armées congolaises, sont aux abonnés absents? Pourquoi n'agissent-ils pas? Monsieur Christian Perrin, ce que vous posez comme problématique est majeure, cruciale et poignant pour nous qui avons touché un peu à cette institution qui s'appelle la force publique. Parce que lorsqu'on prête serment devant le drapeau national, on ne prête pas serment en tant que
officier général, soldat ou sous-officier, on ne prête pas serment pour un homme. On prête serment pour défendre la nation. On prête serment pour défendre son peuple. Mais monsieur Christian Perrin, depuis que le Congo est Congo, depuis son indépendance, le Congo n'a jamais été un pays vassal d'aucune puissance. On n'a jamais hébergé une puissance, une force publique d'une puissance étrangère au Congo. De Youlou, en passant par Massamba Deba, Marien Gwabi, Yombi Opango, Sassou 1, toujours un refus catégorique d'héberger qui que ce soit dans notre pays. Parce que ce patriotisme est né de nos ancêtres, depuis les Matua, depuis les Manganga, Mabiala Manganga, depuis les Okemba et autres, qui n'ont jamais accepté cela. Et ce que vous dites là me permet d'interpeller effectivement. Parce que quand j'ai vu des bahuts, des gros camions, pour le dire ici, de l'armée, venir récupérer ces soi-disant Kuluna, je me suis dit, mais la première question que le commandant de zone, la zone numéro 3 d'Olizy, la première question que devait se poser le patron du Conseil national de la sécurité, c'est Denis Sassou Nguesso, mais c'est le secrétaire général, c'est bien entendu, comment il s'appelle, Jean-Dominique Okemba. La question que devait se poser le ministre de la Défense, Monzo, la question que devait se poser Okoy, le président de la, le patron, le chef d'état-major de l'armée, c'était de se dire où sont les renseignements militaires? Comment plus de 9000 étrangers sont rentrés et mis quelque part dans une zone sensible sans que ça soit remonté aux plus hautes responsabilités. De deux choses l'une, où tous ceux que j'ai cités sont complices. Ça veut dire que la troupe, je dis bien la troupe, devrait se dire, nous n'avons plus de chefs à la tête de notre armée, à la tête de nos services de sécurité. Nous avons plutôt des gens qui sont en connivence avec des forces étrangères qui sont en train de nous envahir. Intelligence avec les puissances étrangères. Et cela, lorsqu'on regarde la Constitution, je n'ai pas l'article en tête, ça s'appelle de la haute trahison. Et à cela, j'ajoute le président de la commission défense au Sénat, M. Zabila, je le nomme. À cela, j'ajoute le président de la commission défense à l'Assemblée nationale. J'ai oublié le nom, il est de la Sangha, ce monsieur, qu'ils sont en train de faire preuve de haute trahison, de complicité de haute trahison, parce que en tant qu'observateur, en tant que politique, en tant que Congolais, nous sommes en train de constater qu'ils ont contribué à faire en sorte qu'il y ait une présence des troupes étrangères dans notre pays et que ces troupes vont nous causer des problèmes avec ce que vous avez dit lorsque nous constatons ce qui se passe à l'est de la RDC avec les Rwandais, lorsque nous avons constaté ce qui s'est passé, ce qui se passe au Mozambique avec les Rwandais, et lorsque nous constatons ce qui va se passer en Centrafrique avec les Rwandais. Les Burundais diront autant. Les Tanzaniens diront autant. Les Ougandais diront autant. Est-ce qu'ils voient la responsabilité qu'ils sont en train de prendre? Et dans la force publique, lorsqu'un chef a trahi, ce chef doit être débarqué. C'est tout ce que je peux dire par rapport à votre question. Alors, venons-en donc à la décision de la justice important, expulsion de la famille du député Okombi Salissa. Je rappelais d'entrée de jeu, prisonnier politique aussi à 8 ans ou presque, mais donc d'un appartement plutôt, qu'il a acquis légalement, c'est ce que nous apprenions d'ailleurs, à Brazzaville il y a 21 ans, au profit de l'ambassade de la Bulgarie, qui, on le sait, avait quitté le Congo depuis 1983, soit 42 ans par là. Alors, cette ambassade revendiquerait cet appartement. De quoi s'agit-il concrètement? Monsieur Christian Perrin, c'est une affaire politico-judiciaire d'un régime en fait à bout de souffle,
Parce que lorsque je le dis, les gens pensent que non, non. Vous savez, les régimes qui sont à bout de souffle, les régimes qui sont en train de chuter, ont souvent posé des actes d'intimidation, des actes pour créer une ambiance de terreur, des actes pour envoyer des signaux à la population du style attention, lui là, vous voyez ce qu'on peut faire de celui-là, donc et vous-même. En fait, c'est ça. Donc, c'est une affaire politico-judiciaire qui est partie d'un petit groupe des gens au sein du pouvoir de Brazzaville, parce que comme ils sont divisés, beaucoup estiment que la présence, le fait qu'il y ait toujours des prisonniers politiques comme Okombi et Mokoko en prison, ça nous pose un problème, non seulement de cohésion, mais au niveau aussi extérieur. Parce qu'il y a pas mal de choses qui sont bloquées, parce qu'un pays sérieux ne peut pas avoir des prisonniers politiques. Le seul tort qu'ils ont eu à faire, c'est d'être candidat. Monsieur Christian Perrin, premier élément. Deuxième élément, ça fait 10 ans depuis 2015 que nous combattons ce régime. Vous et nous, vous et moi et d'autres Congolais. En tout cas, 80% des Congolais. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas oublié ni Mokoko, ni Okombi. Ça veut dire qu'eux aussi se posent la question de savoir comment nous faisons. Mais nous leur avons dit que tant que ce problème ne sera pas résolu, nous serons là. Donc, il faut trouver les voies et moyens pour quasiment amener Okombi à la mort. Parce que ce qui s'est passé avec cette expulsion, ou cette tentative d'expulsion, ça se passe au moment où Okombi est en train d'enterrer son frère. Il a perdu un frère qui est décédé. Et donc, et la manière dont ils ont eu à faire, c'est-à-dire s'attaquer à sa famille, ils l'achetaient incroyable. Il y avait des enfants, ils sont rentrés, ils ont expulsé ses enfants. Donc, un homme qui est en prison depuis pratiquement 10 ans, on vient lui dire que voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer? Il peut se taper une crise, ou il peut se mettre en colère et puis faire des bêtises. Faire des bêtises, c'est quoi? C'est le piège qu'ils ont voulu nous tendre, M. Christian Perrin. Le jour où ils sont en train d'expulser, moi, j'ai les jeunes au téléphone. Il a failli quasiment avoir du grabuge avec ces jeunes qui ont dit trop, c'est trop. On ne peut pas traiter notre leader de cette manière. Qu'est-ce qui devait se passer? On allait lui coller à les partisans d'Okombi avaient des armes. Souvenez-vous de ce qui s'est arrivé avec Makaya, je crois. Paulin Makaya. Sa peine arbitraire, quasiment achevée, ils ont simulé quoi? Ils ont simulé une invasion. Et il s'est tapé encore 2 ans. Même stratagème. J'ai souvent tendance à dire aux gens de Denis Sassou Nguesso que le vieux, on connaît comment il dribble, on sait comment il fonctionne. Et Tourou avait dit quelque chose d'intéressant. Il donne des instructions jamais écrites. C'est toujours des instructions orales. Pour revenir à votre question, vous avez résumé les choses. Acquisition de cette parcelle, pratiquement vide, depuis 2004. Je vous ai envoyé le titre foncier. Si on commence à remettre un titre foncier, c'est compliqué. Non, le titre foncier est inattaquable et tout le monde le sait. Inattaquable. La traçabilité est là. Celui même qui a représenté l'ambassade de Bulgarie lors de l'acquisition, à la demande de l'ambassade de Bulgarie, parce que ça faisait 40 ans. Ça fait 40 ans qu'ils ne sont plus là. Et l'ambassade de Bulgarie a acheté cette parcelle en 1971 sous Marien Ngouabi. Souvenez-vous, à l'époque, on donnait. Marien Ngouabi donnait parce que c'était des pays frères. Et donc, lorsqu'ils vont en 2004, l'ambassade de Bulgarie vend en 2004, la Bulgarie vend en 2004, parce que la Bulgarie, c'est un pays pauvre, contrairement à ce qu'on pense. C'est un pays pauvre. Ils ne pouvaient pas tenir autant de représentation diplomatique. Mais la personne qui représente l'ambassade de Bulgarie, c'est un Congolais, secrétaire général des affaires étrangères, qui est en vie. Ce monsieur en vie, c'est monsieur Paré. Est-il légal qu'un ambassadeur puisse intenter une telle, individuellement je dis bien, une telle action en justice, en lieu et place du ministère des Affaires étrangères de la Bulgarie? Mais on va y arriver, vite fait. Celui qui a vendu, qui a servi de représentation de la Bulgarie,
c'est l'ancien secrétaire général des affaires étrangères du Congo-Brazzaville, à Brazzaville, est en vie. Et il a quitté les, il est à la retraite. Il est là, M. Paré, je pense. Mais non, 2004, nous sommes en 2025. 2025, comme par hasard, la Bulgarie, à travers son ambassadeur, qui est résident à Abuja, au Nigeria. Et comme j'ai dit tantôt, la Bulgarie n'a pas les moyens et ils ont nommé des consuls honoraires. Des consuls honoraires sur au moins 5 pays africains. Et cet ambassadeur a compétence sur 5 pays africains. C'est pour vous montrer à quel point il n'y avait plus d'intérêt pour eux d'avoir une représentation au Congo parce que non seulement ils n'ont pas de moyens, mais la coopération avec le Congo, elle est vous êtes en train de dire que celui qui, pardon, vous ouais. êtes en train de dire que celui qui a engagé cette procédure, c'est un consul honoraire, c'est ça, et non l'ambassade. Exactement, on y vient. C'est M. Christian Nyombi. Mais ce serait intéressant pour les Congolais d'avoir le pédigré de M. Christian Nyombi. Ce monsieur est déjà dans l'incompatibilité. Pourquoi, M. Christian? En dehors du fait qu'il soit consul honoraire, nommé en 2023, il faut dire à ceux qui nous suivent que ce n'est que le consul honoraire, c'est différent d'un consul. Ce n'est qu'un titre honorifique comme l'indique. Il est là pour représenter les citoyens de ce pays pour des questions administratives. Ah ben, je vais avoir un titre, je ne sais pas quoi, un titre de séjour, lui, il va les représenter. Il n'a pas le prérogative d'ester en justice. Il n'a pas prérogative. Même mieux, ça c'est la première chose. Donc, titre indicatif, point à la ligne. Il n'a même pas, c'est bénévole, c'est pour vous dire, c'est bénévole. Mais pour montrer de quelle manière ce monsieur Christian Nyombi a un pédigré assez lourd. Ce monsieur, selon le décret numéro 2024 du 2172, 2024-2172 du 15 octobre 2024, est nommé dans le conseil d'administration du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des micro, des petites et moyennes entreprises et d'artisanat. Même FIGA alors. C'est FIGA. Voilà. Et qui le désigne dans cette commission? C'est M. Denis Sassou Nguesso en tant que président de la République. Je dis bien octobre 2024. Il est consul honoraire en 2023. C'est-à-dire il y a une incompatibilité. Mieux, ce monsieur, Christian Nyombi, il est en même temps chef de mission résident et coordonnateur des projets pour la République du Congo-Brazzaville auprès de la Belgian Bank Academy, BBA, et du PMGMRL Consulting. Donc, il est le représentant de 2 institutions assez sulfureuses tout autant en Belgique pour le compte du Congo. Donc, il a 2 fonctions pour le compte du Congo et en même temps, pour ce compte du Congo, là, notamment de ces fameux banques BBA et autres et trucs consulting, il a travaillé pour la FIGA et selon nos informations, il a eu à mener des fameux investisseurs qui n'étaient pas investisseurs et il a participé, sinon il a contribué à l'argent qui a été dilapidé auprès de la FIGA. Vous voyez le côté sulfureux de ce monsieur? Dans le scandale, tout le monde connaît là le scandale FIGA, oui, oui. FIGA, qui n'a jamais eu de suite judiciaire, n'est-ce pas? Et Madame Mikolo, qui n'a jamais été estée en justice. Et c'est ce monsieur qui est consul honoraire, qui subitement est très proche de M. Colonel Makosso, je tiens à vous dire. Ce monsieur est proche de M. Colonel Makosso. Et c'est ce monsieur qui va ester en justice au Komi Salissa, soi-disant pour récupérer cette parcelle. Très bien. M. Komi Salissa respecte la loi. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Maître Ibanga, Eric, d'aller le représenter. Ils sont partis en justice. Nous avons été tous surpris parce que nous avons donné, en tout cas, les conseils de M. Okombi ont donné tous les éléments dans le titre foncier qui est inattaquable. De l'autre côté, rien eu, pas des documents. Et on s'est retrouvé avec une justice, la même justice dont M.
Sassou Nguesso a parlé des vers qui seraient dans le fruit, dont dernièrement, M. Bouka s'est muré dans le mur de lamentation Lamentation, oui. en demandant quasiment pardon à M. Denis Sassou Nguesso parce qu'il gère une institution de pourris et de voyous qui sont les magistrats. Dont lui, dernièrement, Christelle Sassou Nguesso a remis en cause la crédibilité de l'institution judiciaire et c'est cette justice-là qui va donner tort à M. Okombi Salissa dans une première instance. Oui, en marchant bien sûr sur un titre foncier, nous l'avons rappelé tout à l'heure que le titre foncier est inattaquable. Mais quelle est donc la réaction de la Bulgarie dans cette affaire? Avant d'arriver à la réaction de la Bulgarie, entre-temps, comme le prévoit la loi, la partie adverse, c'est-à-dire la partie Okombi Salissa, avait 60 jours pour faire un recours. Et ils ont attendu, ils se sont dit, avant le recours, il faut se lancer dans la voyoucratie. C'est comme ça qu'ils ont pris un escadron de la gendarmerie, violenté les enfants, violenté toutes les personnes qui étaient présentes dans cette parcelle. Et pour tenter d'espérer avoir un incident, nous avons été plus intelligents. Mais entre-temps, on a pu faire un recours. Et comme par hasard, le recours a été très vite récupéré par la Cour suprême. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se sont rendus compte que mais le verre est véritablement dans le fruit, vous l'avez dit. Donc là, là, il faut parler de sanctuaire. Ce n'est plus le verre seulement. Le verre est le sanctuaire. C'est même le boa. Bon, maintenant, M. Christian Perrin, vous avez posé la question sur la Bulgarie. Nous nous sommes renseignés. La Bulgarie, à peine là, nous sommes en janvier là, 2025 là, vient d'être acceptée dans l'espace Schengen. La Bulgarie était juste membre de l'Union européenne. Raison pour laquelle, si la Bulgarie voulait rester en justice, comme ils n'ont pas de représentation au Congo-Brazzaville, ils auraient pu prendre contact avec un pays tierce de l'Union européenne ou d'un représentant de l'Union européenne pour rester le Congo-Brazzaville en justice à travers cette fameuse parcelle. Lorsqu'ils sont partis prendre le consul honoraire, c'est parce qu'il y a une connivence quasiment mafieuse parce que la Bulgarie reste l'un des pays les plus corrompus de l'espace de l'Union européenne. Plus corrompus. Et nous avons commencé à enquêter et nous avons eu des réactions assez étranges. Lorsque vous allez du côté de la Bulgarie, vous dites, bah, nous, on ne connaît pas cette affaire. D'ailleurs, c'est ce que je vous disais tantôt, on n'a pas véritablement des intérêts pour aller chercher une représentation à Brazzaville. On n'a pas beaucoup d'intérêt. Et du côté du fameux ambassadeur qui, comme par hasard, vient de quitter, n'est plus le représentant de la Bulgarie en Nigeria, il s'est fendu je ne sais pas si appeler ça communiqué, d'un papier publié où? Dans Facebook, sur Facebook, pour dire, ah, nous félicitons du fait que la Bulgarie a repris ses droits et autres. Même pas le ministère des Affaires étrangères, hein, mais un ambassadeur. Vous l'avez dit tout à l'heure. Vous voyez bien que ça cache, en réalité, c'est une mafia. Mais on va plus loin. On va plus loin. On s'est dit, est-ce que ces gens-là, Christian Nyambi, n'avaient pas besoin d'avoir une représentation pour, comme la Bulgarie est rentrée dans l'espace Schengen, pour commencer à dealer. Ce que je dis là, on va peut-être me porter plainte, mais je préfère le dire. Est-ce que ce n'est pas une manière d'avoir une représentation de la Bulgarie qui vient d'intégrer l'espace Schengen pour commencer à dealer les visas d'espace Schengen pour un certain nombre de pays prisés par le Congo-Brazzaville? Vous voyez bien que nous sommes là dans une affaire politico... Non, mais comme ils ont coutume de le faire, hein, de toute façon... politico-judiciaire, et j'en profite pour dire à M. Nyambi, voilà, qui m'a menacé de... M. Nyambi qui m'a menacé de procès. J'attends son procès parce que comme il est résident en France, lui et moi, nous sommes résidents en France, j'attends son procès et je dis aux uns et aux autres, au pouvoir de Brazzaville, arrêtez avec ça. Okombi a assez souffert comme ça. On lui a déjà spolié au moins 3
trois propriétés. On n'a pas parlé, mais cette fois-ci, on ne va pas lâcher l'affaire. Qu'ils reviennent à la raison. Parce que d'une manière ou d'autre, ce qu'ils sont en train de faire aux autres là, ça va revenir sur eux. Et je dirais aussi en même temps qu'ils n'oublient pas. Chez moi, là, au centre, à Sans-Fil, là, ils ont pris les parcelles là. Ce ne sont pas les parcelles qu'ils ont achetées. C'est les parcelles de l'État. Tout ce qu'ils ont pris là à Brazzaville, s'ils jouent à ce jeu-là, demain, le jour où le 6 va se transformer en 9, mais on va ravir toutes leurs parcelles là, parce qu'ils n'ont pas les titres français véritablement de ces parcelles. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce dossier. Et les Congolais peuvent être sereins parce qu'ils reviennent à la raison et je les encourage à revenir à la raison et de remettre cette propriété de M. André Okombi Salissa. Restons dans le domaine politique, combattez-le politiquement. Voilà, et quelqu'un disait sur ce même plateau que le Congo, en fait, est un État en totale déliquescence. Malheureusement, voilà, l'État n'existe plus, la République n'existe plus, on pourrait parler d'une zone de non-droit. Alors, la crise multidimensionnelle, parlons-en, le pays est exsangue, ça, ce n'est plus à démontrer, tout le monde le sent, hein, les Congolais le savent, évidemment. Et ils ne savent même plus à quel sens se vouer, c'est le cas de le dire. Plus rien, je dis bien et j'insiste, plus rien ne va au Congo. J'ai toujours posé cette question même sur Facebook. Dites-moi un peu ce qui marche encore au Congo-Brazzaville. Les gens ont du mal à répondre à cette question. Alors, mais dans le même temps, le PCT, donc le parti au pouvoir, joue à la politique de l'Autriche, c'est-à-dire couvre la tête alors que tout le corps est encore à découvert et donc se concentre sur les présidentielles de 2026. Je disais que l'atmosphère est lourde, très inquiétante à Brazzaville, un spectre même d'une révolution planerait sur le Congo-Brazzaville. Que vous inspirent donc les jours à venir avant 2026 au Congo-Brazzaville? On y reviendra très certainement en détail. Tout ce que je peux dire, M. Christian Perrin, c'est se féliciter de ce que nous avons tous, sans exclusive, réussi à faire depuis pas mal de temps, mais notamment en 2024. Nous avons gagné la bataille de l'opinion, nous avons gagné la bataille de la conscientisation de notre peuple, nous avons gagné la bataille d'isoler diplomatiquement ce régime, nous avons gagné la bataille de diviser ce régime de plus en plus. Nous avons gagné la bataille de sortir un peu les Congolais de la torpeur. Parce que là, de gauche à droite, on voit bien... Oui, de plus en plus, les Congolais s'expriment maintenant. Voilà. S'expriment à Brazzaville. Ils n'ont plus peur de partager vos liens. Moi, il y a des gens qui m'envoient vos liens depuis Brazzaville. Ils n'ont plus peur d'aller liker le post ou la vidéo de M. Guy Mafimba. Et je leur dis, et ils sont quasiment impatients de rentrer dans la danse. Et moi, je voulais dire aux Congolais aussi, nous aussi impatients de revenir sur le terrain. Parce que le Congo est à Motomorote. Le Congo n'appartient à personne. Personne n'a le titre frontier du Congo. La prison, ça, c'est pas grave. La mort, on a toujours dit la patrie ou la mort. Hein. On va pas avoir peur de ça. Chacun y passera dans tous les cas. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate pour répondre à votre question? Le retour du PCT, parti unique triomphant. Bon, qu'est-ce qu'ils font au niveau de l'exécutif? Ils confortent l'épicerie familiale. Je ne reviens pas sur le dernier, comment ils appellent ça là, réaménagement du gouvernement. Mais en fait, l'idée, c'était de dire, attention, que le fameux monsieur Hondaï, l'ancien ministre des Finances, n'a pas compris que chez nous, c'est Ebongate, toujours meilleur. Il faut ramener le fils du coin, qu'on a voulu affubler d'une traçabilité et d'une expertise. Monsieur Christian Perrin, je voudrais aussi décomplexer les Congolais. Travailler à l'AFD, l'Agence française de développement, il n'y a rien d'extraordinaire dans ça. Ce n'est qu'une agence. Ce n'est pas le Conseil d'État, ce n'est pas l'inspection d'État, ce n'est pas la Cour des comptes. C'est pas la crème de la crème. Pendant que vous le dites, Guy Mafimba, je disais à quelqu'un, mais écoutez, l'AFD, l'agence française de, je sais pas, mais il faut qu'on se pose quand même la question de savoir
où sont passées toutes les aides qui ont été affectées au Congo-Brazzaville? Et voilà. Pourquoi Ça ces veut dire aides quoi? ont servi? Vous ne trouverez pas des traces. Donc, vous comprenez que c'est Pas du tout. voilà, un organisme, Pas du une tout. boîte de, je peux le Pas dire, du tout. hein, et j'assume, c'est une boîte de la France-Afrique. La vérité, c'est ça. L'aide n'a jamais Bien servi. entendu. Ça veut dire quoi? C'est un maillon, Monsieur Christian, comment il s'appelle? Christian Yoka. Ce n'est qu'un maillon de la France-Afrique qui a été une espèce de passerelle au sein de l'AFD pour aller ponctionner les fonds de l'AFD. Moi, je paye les impôts dans ce pays. Donc, les fonds de l'AFD, là, ça fait partie aussi de l'argent que ça fait 40 ans que je suis dans ce pays-là. Oui, mais Cotise. vous avez le droit Donc, de je lui suis poser la d'autant plus. question où est passé. Ah, bien entendu. Voilà, tout ça. Ah, bien entendu. Raison pour laquelle, lorsqu'on a voulu me vendre, on a voulu nous vendre une expertise qui venait d'ailleurs, je dis c'est faux. Parce que vous avez bien dit, évaluons l'effet, l'impact des aides de l'AFD au Congo-Brazzaville, c'est zéro mokaté. C'est parti dans les poches des oligarques du régime de Brazzaville. Ça veut dire que M. Christian Yoka vient avec déjà une défaveur en ce sens qu'il fait partie d'un maillon qui a facilité le siphonnage des aides bilatérales de la France. Et ça veut aussi dire qu'il est là compromis, donc ça veut dire qu'il ne peut rien faire. On le lui rappellera toujours. Mais il est dans la compromission, voilà. Il est dans la parentocratie. Il est dans la compromission, il est dans la parentocratie. On ne l'a pas recruté parce qu'il serait je sais pas moi, une crème. Je dis bien les crèmes. Les Congolais, j'en connais hein, à la Cour des comptes. Je connais au Conseil d'État. Des crèmes. L'Agence française du développement, je reprécise, c'est pas la crème de la crème. Pour y aller, il faut être français. Tu peux faire un concours, tu peux envoyer, on te recrute. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, je voulais dire par rapport à cela que essayons de ramener les choses à leur juste valeur. C'est un maillon d'une chaîne de corruption et de siphonnage des fonds bilatéraux entre la France et le Congo-Brazzaville. Voilà l'exécutif. Et ils sont en train d'accélérer leur agenda. Et le parti PCT, vous avez constaté depuis là, et je reste d'abord dans l'exécutif. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la perspective de 2026, M. Denis Sassou Nguesso, il sait pertinemment qu'il ne peut plus duper les Congolais. Les gens sont conscients. J'ai parlé tout à l'heure de la conscientisation. À quoi ça me Congolais? Il ne va pas venir encore avec les Safou, les Kwanga. Les Congolais ont compris. Les Safou et les Kwanga, surtout Kwanga. Et il est sur Kwanga. Il va. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il cherche une thématique. Et j'ai bien compris que la seule thématique qui lui reste aujourd'hui, qui tente de vendre, c'est la paix. Raison pour laquelle, la dernière fois, il a commencé à grimacer les Congolais avec cette histoire de panthère, ce récit primitif, et comme si le Congo était sa forêt ou son village. Ah oui, attention, je suis la panthère, mes tâches. Mais non, ça c'est un stratagème. Il faut créer une ambiance de peur et de terreur au sein de la population. Comme à l'époque, il avait fait passer le message, est-ce que vous connaissez le goût du sang? Comme à l'époque, il avait fait passer le message pour dire que ceux qui vont, ils mourront en face. La thématique. Et cette thématique aujourd'hui, le relais est pris par le PCT, Parti État, lorsqu'ils ont débarqué Kinyumbi, qui est leur propre gars, pour expliquer à ceux qui veulent faire dissidence au sein du système, parce que les dissidences commencent à se faire jour, ils font passer le message et disent, voilà, si tu tentes la dissidence, alors que tu es avec nous, voilà ce qui va t'arriver. Ça, c'est au niveau de l'exécutif. Mais au niveau maintenant des populations, ils veulent maintenant injecter le virus du tribalisme, réinjecter. Raison pour laquelle, M. Christian Perrin, j'attire l'attention. Chacun de nous est libre de s'exprimer pour tel ou tel leader. Je le dis de manière solennelle, parce que c'est de ma responsabilité en tant qu'ancien de ce combat-là. Je l'ai commencé depuis les années 93. Je connais ce régime. Vous voyez bien que
il y a des compatriotes qui ont pris la responsabilité de faire émerger la supposée candidature, parce que selon mes renseignements, Toumi n'a jamais dit qu'il est candidat. Mais ceux qui ont pris la responsabilité de faire émerger la candidature de Toumi, mais en faisant ça, est-ce que consciemment ou inconsciemment, ils se rendent compte qu'ils ont tendu une perche à Denis Sassou Nguesso pour jouer l'homme de la paix. Parce que depuis que ce débat est arrivé, on se rend compte que ce soit au Congo-Brazzaville, que ce soit dans les diasporas, il y a un vent comme ça de tribalisme qui émerge. Exacerbé d'ailleurs. Qui exacerbe ce que nous avons construit depuis pratiquement quelques années, c'est-à-dire la convergence des luttes, des injustices, des colères, sans tenir compte des appartenances ethniques et autres. Et la question que je me pose, est-ce que les frères et sœurs qui sont derrière ce qu'ils appellent stratégie, est-ce qu'ils sont en intelligence avec les stratèges du PCT qui n'attendent que ça pour remettre en selle M. Denis Sassou Nguesso, l'homme de la paix, d'ailleurs on l'appelle maintenant qui? Le patriarche. Mais ce n'est pas anodin. Oui, on y reviendra sur d'autres définitions. Et le troisième volet, c'est de dire aux Congolais que la sortie de l'enfer est devant nous. Aujourd'hui, on peut avoir des ambitions politiques présidentielles, très bien, mais que les Congolais comprennent une chose. Ce pouvoir, on peut le faire tomber demain, après-demain, le lendemain et autres. Mettre le cap que sur 2026, qui est pour Denis Sassou Nguesso, comment organiser le hold-up électoral? Parce que Denis Sassou Nguesso n'a jamais gagné une élection. Donc pour lui, comment organiser le hold-up électoral en 2026? On a parlé tout à l'heure des Rwandais. C'est un des leviers. L'argent, s'il en a encore, et la division en notre sein. Oui, mais est-ce que en créant cette division avec cette folie, il faut dire ça comme ça, des gens qui se prêtent à cet exercice de tribalisme sur les réseaux sociaux, on en a entendu, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Est-ce que ce n'est pas une façon, évidemment, pour le régime de Brazzaville, bien sûr incarné par le tyran Sassou Nguesso, de distraire les Congolais, prendre tout le temps, c'est-à-dire tout ce passage de 2025 en train de les désorienter dans ces petits débats de caniveau, question de gagner le temps, parce que pour lui, nous l'avons dit tout à l'heure, pour lui c'est 2026, c'est faire un effort, mais par tous les moyens pour arriver au moins à 2026 et justifier son hold-up. Mais Christian Perrin, c'est magistral. Ton résumé, c'est magistral. On a parlé de quoi aujourd'hui là? Premier sujet, c'était quoi? Les problèmes des Rwandais. Vous avez vu comment tout le Congo, même au sein du pouvoir, tout le monde s'est levé pour dire pas question des Rwandais chez nous. Mais on est en train de nous distraire avec les histoires de Toumi. Mais c'est fait sciemment. On a vu comment, on voit comment cette histoire de dette, d'endettement du Congo est en train de créer une convergence de toutes les tendances, de toutes les forces vives pour dire et on veut nous distraire avec cette histoire de Toumi, des élections présidentielles. Ah, moi, je suis candidat. Moi, on s'en fout que vous soyez candidat. Aujourd'hui, le problème, c'est de dire, vous allez être candidat pour quoi? Pour aller accompagner Sassou pour son hold-up électoral ou arriver en 2026 avec un pouvoir que nous avons extrêmement affaibli, sinon fait chuter bien avant. D'où moi j'ai parlé dans un de vos confrères de ce que en athlétisme appelle des lièvres. Les lièvres, c'est quoi? C'est des gens qui sont en connivence avec celui qui fait le 5000 mètres, qui est censé être celui qui va gagner et qui va prendre un athlète pour dire, toi, tu vas commencer à courir. Dès le premier tour, là, tu dois être moins 100 mètres. Comme ça, on va donner l'impression que toi, tu vas gagner et moi, on ne va pas me regarder. Et moi, quand je vais passer, personne ne se rendra compte. C'est ça qu'on appelle des lièvres.
Et moi, je les appelle des lièvres politiques. Le Congo a assez souffert comme ça pour que les gens s'amusent à aller prendre de l'argent, comme a fait les Tati Mabiala et les autres, les Kinyumbi à l'époque et les autres, prendre l'argent de Sassou, être candidat, et puis le lendemain matin dire, ah bon, écoutez, moi je pense que les élections se sont bien passées, Denis Sassou est vainqueur. Mais dans ce cas, il ne fallait pas venir si tu savais que tu n'avais aucune chance de gagner. Ce sont des lièvres. Et généralement, ils reconnaissent même la victoire avant la publication des résultats. On les connaît. Voilà. Donc, ce que vous avez dit, effectivement, c'est cela. C'est un stratagème pour divertir les Congolais, parce qu'ils ont senti qu'il y a une convergence de toutes les forces. Il y a une pression, évidemment, maintenant. Avec il y a une pression, que ce soit interne, que ce soit externe. Et cette pression, et la seule manière, c'est de déboulonner un peu la cocotte. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut divertir les gens avec des thématiques à dormir debout, comme cette histoire, moi je serai président, moi je serai je ne sais pas quoi. Tout à fait. Alors nous sommes donc à la fin de l'heure et évidemment on a dépassé de quelques minutes bien entendu. Bien on va clôturer donc par cette dernière question. En fait c'est un volet que j'insère comme ça dans les divers, c'est l'état du réseau routier de Pointe-Noire, mais vraiment délabré. Et nous savons que Anatole Kouliné-Makosso, qui est à sa 3e mandature à la primature, avait promis habiller Pointe-Noire de sa plus belle robe, comme une femme mariée. Mais là, on constate ce qui suit dans ce reportage. Suivez. En 2009, Denis Sassou Nguesso projetait l'émergence du Congo en 2025, c'est-à-dire un développement croissant sur tous les plans, susceptible de comparer le Congo au Brésil, à l'Inde ou à l'Afrique du Sud. Or, le réseau routier d'une ville ou d'un pays est l'un des facteurs déterminants d'un pays en route vers le développement. Donc une promesse de trop pour les Pontonnegrins au regard de cet état des lieux. Nous tous sommes premiers à nos enfants. Quand on promet, on fait les fesses que même 2 ou 3 on réalise ça. Mais nous, on nous a promis des choses qu'on ne voit même pas. On a vu le Dubaï, c'était un désert. Mais là, ils ont fait les efforts, c'est devenu un pays vraiment sophistiqué. Bon, voyez-vous même l'état de la route. On a vu la Côte d'Ivoire, on a vu aussi certains pays. Mais pour nous, on voit que les échecs, les échecs, les échecs. En fait, on ne sait même plus quoi, à quel sens il faut avouer. On ne parle même plus, on fait que regarder. Ça soit émergent ou pas, regardez le voir vous-même. Il y a de l'eau partout. Ici, l'on se croirait à Mosaka ou l'Iranga, habitué dans les inondations, mais non, c'est le lac PCT qui s'est érigé sur la principale avenue de Pointe-Noire, appelée avenue de l'Indépendance, au niveau de la Kogelo dans le 3e arrondissement Tchétché. Une route devenue totalement impraticable depuis Patra. Et certains pointent du doigt le parti au pouvoir. Ça c'est le ravin, ça c'est pas normal. Tout ce que vous... Est-ce que c'est normal dans la ville de Pointe-Noire? Regardez le ravin, hein, avec 40 et quelques ans de pouvoir de PCT. Jusqu'à comme ça là, est-ce que c'est normal? Le goudron de Pointe-Noire, 2e ville du Congo. Regardez le ravin, regardez la route, regardez comment le voiture, ça se gaspille en jour. Le pauvre Congolais, avec leur taximène, leur taxi, leur 100, ils souffrent à cause de ravin. D'autres interpellent le chef du gouvernement de vite intervenir afin de sauver les meubles. La nouvelle que je tenais à dire au Premier ministre, chef du gouvernement, qu'il fasse une descente à Pointe-Noire. Plus précisément dans le quartier qu'on appelle Mpaka. Il vient voir comment Mpaka est devenu. Le village même c'est mieux. Mpaka, nous sommes maintenant dans les ravins. Nous passons maintenant dans les ravins. Nous les taximens, vraiment, nous subissons. Vraiment que le gouvernement fasse un effort d'améliorer la voie publique. Au regard de l'état des voiries urbaines de la ville océane, actuellement le Congo est très loin du concept émergence dont il ne maîtrise pas les contours. Mais au-delà de celle-ci, Pointe-Noire ne demande que la réhabilitation de son réseau routier au profit de sa population qui subit l'augmentation anarchique des tarifs et le phénomène demi-terrain. Vous avez vu l'état, évidemment, l'état des routes à Pointe-Noire, parce que la route, c'est un des facteurs de développement, qu'on le veuille ou non. Nous sommes là dans la ville de Pointe-Noire, ville économique, ville qui produit le pétrole. Monsieur Christian Perrin, je suis natif de Pointe-Noire. Je suis natif de Pointe-Noire. Donc, le bagamo, Tolu Nanga est à Pointe-Noire. Fakunda Tolu Nanga na Pointe-Noire. Pointe-Noire, c'est la mamelle du Congo-Brazzaville. Ça te produit presque 80% du budget du Congo-Brazzaville.
Pointe-Noire se retrouver dans cet état-là, c'est à la fois quelque chose, là, c'est l'humain qui parle. Mon cœur fond. On ne peut pas être aussi méchant à ce point. Beaucoup de gens na côté à bateau. Non seulement vous les tuez à petit feu avec la pollution et autres, mais vous détruisez la ville pour aller construire chez vous. C'est de cela qu'il s'agit. Et deuxième chose, en tant que politique, ça doit nous conforter à l'idée que ce régime n'a plus rien à proposer ni à donner aux Congolais. Pointe-Noire, c'est la deuxième ville, la ville économique. Donc, en termes de peuplement, c'est-à-dire, quand on voit la population du Congo, c'est Brazzaville, Pointe-Noire et C'est une grande porte d'entrée. Il y a le port à côté, donc ça veut dire que voilà. Les étrangers accèdent aussi par là. Et ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de ça. C'est des gens qui sont dans la canaille. C'est un régime mafieux. Ils sont là pour aller pomper la rente pétrolière, aller construire, planquer dans les trucs. Donc, l'idée, c'est de dire tout simplement aux Congolais que plus que jamais, on ne va pas attendre 2026. À la moindre occasion, ces gens-là doivent être mis hors d'état de nuire. Ils ont sacrifié au moins 4 générations. Ils n'auront plus rien à proposer aux Congolais. Ce que je suis en train de dire, les gens diront toujours, mais vous le dites toujours là-bas. Mais nous allons venir. Moi, je suis né à Pointe-Noire. Nakoya à Pointe-Noire. Pour demander à les compatriotes de Pointe-Noire, il faut chasser ces gens-là. Ce sont des voleurs, ce sont des médiocres, ce sont des incompétents. Et la possibilité que Pointe-Noire devienne Dubaï demain est tout à fait réelle. Et nous avons tous les projets pour ça. Vous l'avez dit, Pointe-Noire en matière de tourisme, c'est le tourisme balnéaire, c'est l'écotourisme, c'est le port, c'est la rente pétrolière, c'est la rente gazière. Pointe-Noire a tout pour en faire un Dubaï demain et nous le ferons demain. Voilà, M. Christian Perrin. Merci, Guy Mafimba Moto, qui rappelle que vous êtes opposant congolais résident en France, représentant de l'IDC en France. Alors, ici, c'est juste rappeler que tous les régimes qui ont défié les peuples, ont humilié le peuple, ont souvent très, très mal terminé. À bon entendeur. Salut mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez et dites-nous en commentaire ce que vous pensez des sujets que nous avons abordés avec Guy Mafimba. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.